Bienvenue dans le débat de France 24. On scrutait sa réaction. Theresa May, accusée par une partie de son camp de tarder à réagir. Eh bien pour elle, c'est clair, la Russie est coupable. Dans un discours d'une rare violence devant le Parlement, la chef du gouvernement britannique accuse Moscou d'avoir tenté de faire assassiner sur son sol l'ancien agent double Sergueï Skripal. Il n'y a pas d'autre conclusion que celle selon laquelle l'État russe est coupable de la tentative de meurtre. Cela constitue un usage illégal de la force par l'État russe contre le Royaume-Uni. Voilà, et c'est la crise entre Moscou et Londres. Déjà que les relations n'étaient pas bonnes depuis le conflit en Ukraine. Cette fois, est-ce vraiment le retour de la guerre froide, alors que Poutine devrait être réélu à la tête de la Russie dans 4 jours? On en débat avec à mes côtés Vera Ageyeva, bonjour. Vous êtes professeur à la Haute École d'économie de Saint-Pétersbourg. Également parmi nous, Paul Thompson, vice-président de la section parisienne du Parti conservateur britannique. Jean de Glignasti, vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, ancien consul général de France à Jérusalem, ancien ambassadeur de France au Sénégal, au Brésil et, c'est ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, en Russie, auteur de La diplomatie au péril des valeurs. Merci d'être avec nous. Merci également à Nicu Popescu, chercheur à l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne. Sergueï Skripal et sa fille se trouvent toujours ce soir dans un état critique. L'ancien agent double âgé de 66 ans a été retrouvé inconscient aux côtés de sa fille, donc 33 ans, Yulia, sur un banc de Salisbury. C'est dans le sud de l'Angleterre, il y a 10 jours maintenant. Retour sur les faits avec Adélaïde Mangin et Luc Schrago. Dimanche 4 mars, 2 individus sont retrouvés inconscients sur un banc de la ville de Salisbury, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Rapidement, les autorités soupçonnent un acte suspect. Les 2 individus n'avaient pas de blessures visibles. Ils ont été emmenés à l'hôpital de Salisbury. Actuellement, ils sont soignés pour avoir été exposés à une substance inconnue. Tous les 2 sont dans un état critique, en soins intensifs. Après plusieurs heures, les 2 personnes sont identifiées. Il s'agit d'un ancien espion russe, Sergueï Skripal, 66 ans, et de sa fille Yulia, 33 ans. La réponse de la police est immédiate. Des enquêteurs se rendent à Salisbury. La substance utilisée serait un agent innervant extrêmement dangereux. Sergueï Skripal et sa fille sont dans un état critique. Un policier intervenu sur place se trouve lui aussi dans un état grave. Les autorités restent discrètes sur l'enquête, alors que les Britanniques demandent plus de détails. Nous laissons à la police l'espace dont elle a besoin pour fouiller la zone et enquêter. Nous nous assurons qu'elle a bien tout le soutien nécessaire. Les médias britanniques ne sont pas les seuls à faire des hypothèses sur l'enquête. Parmi les hommes politiques, certains font un parallèle avec une affaire similaire, celle de la mort d'un ex-agent des services secrets russes, Alexandre Litvinenko, empoisonné en 2006 à Londres avec une substance extrêmement toxique, le polonium-210, probablement sur ordre du Kremlin. Moscou nie avoir un rôle dans l'affaire Skripal et dénonce une provocation. Nous n'avons entendu parler d'aucune preuve concrète. Tout cela n'est pas sérieux. C'est de la pure propagande qui renforce l'hystérie. Une semaine après la découverte de Sergueï Skripal et de sa fille à Salisbury, les autorités britanniques ont incité toute personne ayant été en contact avec l'agent neurotoxique de laver soigneusement leurs affaires, tout en minimisant la menace sur la santé publique. La police a demandé un soutien militaire pour évacuer les véhicules qui auraient pu être contaminés. Vera Ageyeva, on parle de cette affaire en Russie. Est-ce qu'on échafaude aussi des scénarios, comme on le fait d'ailleurs en Grande-Bretagne, et pas seulement, partout ailleurs en Europe? Oui, exactement. C'est très discuté maintenant en Russie, partout sur les médias, parmi les experts, même parmi les gens ordinaires en Russie. Et bien sûr, les experts russes ne croient pas que ce soit le gouvernement russe qui est coupable dans cet accident, parce que c'est juste le temps est pas très bon. Il en reste 4 jours avant les élections et maintenant notre gouvernement s'occupe plutôt des autres choses et ça ressemble plutôt à quelque chose, à quelques provocations. On dit ça en Russie. Parce que juste pour le gouvernement, c'est pas un bon moment pour faire des opérations comme ça. Alors on reviendra sur ce qu'on sait de cette affaire et les éléments à charge, en tout cas aux yeux aujourd'hui des critiques de Moscou à charge contre le Kremlin. Theresa May, Jean de Glignasti, a annoncé l'expulsion de 23 diplomates russes sur les 59 accrédités jusqu'à là au Royaume-Uni. C'est plus qu'en 2006, lors de l'affaire Litvinenko. À l'époque, il y avait 4 diplomates qui avaient été expulsés. C'est le signe que c'est aujourd'hui pris beaucoup plus au sérieux encore par le gouvernement britannique.
C'est le signe que c'est dans un contexte de tension plus grande qu'à l'époque de Litvinenko. L'expulsion de diplomates, c'est presque le service minimum dans ce genre de choses. Et ce qu'il faut voir, c'est ce qu'on a fait de plus en dehors, concernant les avoirs russes, la présence des oligarques et tout cela. Mais l'expulsion des diplomates, ça fait partie d'un jeu diplomatique assez rodé, si je puis dire. Il y a quand même le fait qu'un policier britannique se trouve parmi les victimes de cette attaque, puisqu'il est lui aussi dans un état grave. Qu'est-ce qui est le plus grave, finalement, dans cette affaire? C'est la violation de souveraineté que pourrait constituer, si c'est avéré, évidemment, le fait que les autorités russes viennent régler leurs comptes avec leurs ex-agents ou dissidents sur le territoire d'autres pays, en l'occurrence la Grande-Bretagne, ou bien l'usage, comme le dit d'ailleurs aujourd'hui l'OTAN pour la première fois, d'un certain type de substance toxique, en l'occurrence cet agent innervant, sur le territoire de l'Alliance. Alors d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que je suis frappé quand même par une certaine absence de professionnalisme dans l'ensemble de la séquence d'événements. Si Monsieur Skripal était un dissident, enfin plus exactement un défecteur, comme on dit en anglais, si important, j'imagine que le MI6, les services secrets anglais, en aurait assuré la protection. Quand on lit John le Carré, on sait que les défecteurs, comme on les appelle, on les met à l'abri, on leur fait faire de la chirurgie faciale et on les installe avec un lopin de terre quelque part. Et la deuxième chose qui paraît aussi un manque de professionnalisme, c'est que si on veut éliminer proprement un défecteur, on n'utilise pas ce genre de poison. Ce genre de poison, enfin, j'allais dire, c'est du travail de gougnafier. Non seulement vous tuez l'intéressé, mais vous tuez sa fille, puis vous risquez de tuer le gendarme qui lui porte secours. Donc le poison, c'est parce que soit on veut montrer qu'on est méchant, soit ça révèle une absence de professionnalisme de la part des services qui ont fait ça. Je vais faire réagir évidemment Paul Thompson dans un instant, mais simplement pour le gaz toxique en lui-même, Nicu Popescu, il porte la signature de la Russie, ce gaz. On sait qu'il a été, enfin c'est même pas cette substance plutôt, ce programme Novichok, il a été développé par la Russie uniquement? C'est ce que l'Angleterre dit et c'est ce que 29 États membres de l'OTAN disent maintenant. Alors, moi je ne suis pas expert en armes chimiques, mais c'est ce que si on a l'Angleterre et encore 28 gouvernements de l'OTAN qui le disent. Des gaz innervants développés, et pas d'auaujourd'hui d'ailleurs, des années 70 et 80, dit-on. Oui, c'est ce qu'on dit, que c'est un agent développé par l'État russe, et soit il a échappé au contrôle de l'État russe, soit c'est l'État russe qui l'a utilisé. Mais dans les deux cas, on a des questions vers l'État russe. Paul Thompson, sur ce que dit à l'instant Jean-Hugues Lignasti, à savoir, d'un côté, qu'on n'a pas suffisamment assuré l'anonymat et caché d'une certaine manière cet agent double que le Royaume-Uni a fait revenir à la faveur d'un échange d'agents. C'est un échange dans les années 2000. Et d'autre part, s'agissant de ce gaz, le fait, de cette substance en tout cas, le fait qu'elle porte tellement la signature de la Russie que peut-être on tombe un peu facilement dans le panneau. Quel est en tout cas, ça pourrait ressembler aussi à un piège tendu. Quelle est votre réponse? On est vraiment dans un jeu d'ombre, je pense, et donc personnellement, j'hésiterais à faire des affirmations catégoriques. Vous ne faites pas partie de ceux qui pressaient Theresa May de réagir fermement aujourd'hui comme elle l'a fait, y compris au sein du Parti conservateur, et qui s'impatientait de ne pas la voir réagir. Elle se devait de réagir énergiquement. Ça, c'est une évidence. En ce qui concerne la question de manque de professionnalisme, il est notable justement qu'il s'agissait de quelqu'un qui, normalement, dans les us et coutumes entre services secrets, d'après mes maigres informations sur le sujet, quand on a fait l'objet d'un échange en bonne et due forme, ce qui a été entre États, ce qui a été le cas pour ce monsieur, on est considéré être à l'abri de représailles. Son cas avait déjà été traité. Il était en prison en Russie parce que justement il avait trahi son propre pays. Donc on peut comprendre que les Russes ne voyaient pas ça d'une très bonne oeil. Il a été échangé pour Madame Chapman et 9 ou 10 autres Russes, surtout aux États-Unis, je crois. Tout ça a été officiellement acté. Et donc, je pense que c'est pour ça que tout le monde considérait qu'il
devait être en sécurité et il avait une sorte de pension, une rente qui lui permettait de vivre confortablement en Angleterre. C'est ce qui, et je parle à titre plutôt personnel et pas comme porte-parole du gouvernement britannique, peut laisser songeur parce qu'on ne voit pas très bien l'intérêt de la Russie à aller tuer quelqu'un dans ces circonstances, parce que cela d'abord minerait le crédit de la Russie en tant qu'État à propos des échanges d'espions, alors que les donc pour vous, il ne faut pas aller qui se fait régulièrement. Donc pour vous, il ne faut pas aller tête baissée sur la piste russe, c'est ce que vous dites? Et qu'il y ait une piste russe, ça semble impossible à éviter comme hypothèse majeure, étant donné l'identification de la substance et l'origine de la substance. Qu'il faille réagir en expulsant 23 diplomates, vous trouvez cette décision justifiée? Je pense que c'était politiquement nécessaire. Et également, ne pas voir de hauts représentants du Royaume-Uni, ni ministres, ni membres de la famille royale, être présents à l'occasion de la Coupe du Monde de football. Je qualifierais cette mesure de service minimum également. Ce qui aurait été beaucoup plus lourd, ça aurait été de retirer exactement. Il y avait d'autres mesures dont il a été question, l'interdiction à Russia Today de poursuivre son activité au Royaume-Uni. Les autorités russes ont dit que dans ce cas-là, toutes les journalistes britanniques seraient expulsés tout de suite de la Russie. Le gel ou même l'hypothèse d'une renvoi de l'ambassadeur russe a été évoquée ici et là, ça n'a pas été. Gel des avoirs aussi. Et gel des avoirs. Donc en fait, la réaction est censée être énergique, robuste, mais relativement mesurée aussi devant les mois de l'opinion et de la classe politique. Nicu Popescu, vous voulez réagir? Mais en plus, les attentats et les assassinats comme ça ne sont pas toujours faits d'une manière très professionniste. Quand on a tué Litvinenko, on a laissé des traces du polonium, une substance radioactive dans des avions British Airways. C'est pas trop professionniste. Quand on a assassiné Zelimkhan et Andarbiyev en Qatar, d'ailleurs, Marina Litvinenko sera peut-être avec nous en ligne, en duplex, peut-être dans la deuxième partie de ce débat. Les Qataris ont arrêté 2 officiers russes qui ont été, après ça, ont été échangés. Alors, ça arrive souvent que ce type d'assassinat ne marche pas comme d'une manière parfaite comme une montre suisse. Jean Guinet. En fait, ce poison, le Novichok, comme il l'appelle, a été utilisé en 1995 c'est ce que rapporte la presse russe, lors d'un attentat contre un banquier, un règlement de compte entre hommes d'affaires. Et on a identifié à ce moment-là la personne qui avait fait sortir du laboratoire le produit en question. Donc on sait qu'il y a du produit qui se promène. Et vous dites que ça peut être une affaire mafieuse aussi? Je pourrais ajouter aussi qu'en fait, comme je sais, Sergei Skripal voyageait souvent en Russie ce temps-là. Et si les services russes secrets s'ils avaient voulu de faire quelque chose contre lui, ils pourraient le faire 10 millions de fois en Russie. Donc ça ne paraît pas logique. Bien sûr que les traces, ils l'amènent vers la Russie juste parce qu'il y avait des cas comme ça et il était l'agent russe. Mais sinon, ça ne paraît pas intelligent en manière de timing de cette opération. Qui alors, Vera Guieva? Ça pourrait être un règlement de compte mafieux, une affaire purement criminelle? On ne sait pas. Vous voulez dire le mafieux russe? Oui. Je n'ai pas cette information. Qui pourrait aujourd'hui détenir cette substance quand même qui a pendant longtemps été la propriété exclusive des services russes, de ce qu'on en sait en tout cas? Ici, il y avait les agents qui ont échappé dans les autres pays, ils auront pu prendre des choses comme ça aussi. C'est possible s'il y a plusieurs agents qui partent de la Russie. En tout cas, effectivement, cette affaire fait beaucoup réagir, d'autant qu'on l'a appris aujourd'hui. Un autre décès, cette fois inexpliqué, c'était lundi à son domicile à Londres, de Nikolai Glushkov, un ancien partenaire en affaires du milliardaire Boris Berezovsky, lui-même retrouvé d'ailleurs pendu à son domicile en 2013. Ça a beaucoup attiré l'attention des médias. On aurait tort de faire un lien ou au contraire c'est une coïncidence troublante d'après vous? Vera Agueyeva.
L'assassinat la mort de Berezovsky. La mort de Nikolai Glushkov qui a été qui est survenue en début de semaine. Oui, il y a beaucoup de cas comme ça qui arrivent et à chaque fois, bien sûr, ce sont des Russes et les gens qui sont expatriés. Souvent, on cherche des traces russes. Ici, je vois pas aucune trace parce qu'il y a beaucoup d'histoires et vraiment, elles sont souvent, je dirais, connectées et liées avec les mafias et les autres. Donc ici, chercher les traces du gouvernement russe, moi, je serais plus attentif à ça. Paul Thompson, ce que ça démontre en tout cas avec certitude, c'est cette présence importante, mais ça on le savait déjà, de ressortissants russes, opposants ou proches d'ailleurs pour certains aussi du pouvoir, en Angleterre et en particulier à Londres. Il paraît que ça s'explique entre autres choses à cause de leur confiance dans l'intégrité des tribunaux britanniques. Et à ce sujet, je voulais mentionner que M. Berezovsky avait perdu un méga litige avec un de ses compatriotes également au Royaume-Uni, qui a duré longtemps et qui soulevait des questions financières très lourdes et également d'honneur. Et peu de temps après son décès, l'hypothèse qu'il avait été... c'était plus qu'une hypothèse, il y a eu des témoignages disant qu'il avait été très déprimé après cette perte de procès et qu'une dépression, un manque de courage, etc., pouvait être l'explication du souci. Est-ce que je peux juste ajouter une chose? Très rapidement. En ce qui concerne faire la lumière sur l'origine, à titre purement personnel, je voudrais exprimer un regret que l'offre de M. Lavrov d'engager une coopération avec les autorités britanniques pour arriver au cœur du problème ait été rejeté par des autorités britanniques. Je trouve que je suis avocat. Non, il y a le principe audi alterum partem, écouter les deux parties à un litige, qui est un bon principe. Et aussi, il y a l'idée qu'il faut chercher la vérité par tous les moyens possibles. Et donc, c'est une piste qui a été négligée ou refusée plutôt à tort, à mon avis. On va y revenir dans un instant, dans la deuxième partie de ce débat. Restez avec nous. Un agent double russe tué sur le sol britannique voilà 10 jours maintenant. Qui donc a intérêt à voir dégrader de manière aussi soudaine les relations entre Londres et Moscou? Pour en parler à mes côtés, Vera Agueyeva, professeure à la Haute École d'économie de Saint-Pétersbourg. Également avec nous, Paul Thompson, vice-président de la section parisienne du Parti conservateur britannique. Jean de Glignasti, directeur de recherche à l'IRIS, ancien consul de France à Jérusalem, ancien ambassadeur de France au Sénégal, au Brésil et en Russie, auteur de La diplomatie au péril des valeurs. Et enfin, Nico Popescu, chercheur à l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne. Merci à nouveau à vous quatre d'avoir accepté de débattre. Paul Thompson l'évoquait à l'instant, il reste quand même un élément essentiel dans cette affaire. Beaucoup de voix accusent la Russie, à commencer aujourd'hui par Theresa May, mais Jean Glignasti, il n'y a toujours pas de preuves. À l'heure qu'il est, en tout cas, personne n'a produit de preuves. J'imagine quand même que le Premier ministre britannique, s'il s'exprime comme ça, a quelques indices sérieux quand même, et notamment effectivement l'origine du produit. Cela dit, comme je le disais, le produit, on sait qu'il est sorti du laboratoire à un moment et qu'il est tombé dans les mains de personnes pas contrôlables par l'État pendant la période héroïque, si j'ose dire, de la loi de la jungle entre 90 et 2000. Donc c'est très difficile. C'est une affaire. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est une affaire de services secrets ou de mafieux ou etc. Mais je pense qu'on aura énormément de mal à trouver la vérité. En revanche, ce qui est intéressant, c'est d'appliquer la règle qui prodest en latin, à qui profite le crime. Et le crime, manifestement, profite à ceux qui veulent probablement fragiliser le gouvernement britannique actuel, mettre en difficulté un début de rapprochement qui avait lieu entre le gouvernement britannique et la Russie, puisque le ministre des Affaires étrangères britannique, M. Johnson, était à Moscou fin décembre et qu'on envisageait une visite de M. Lavrov à Londres. Et à un moment, à la veille des élections, où Poutine sera manifestement réélu, on aurait pu espérer peut-être des changements de direction, une accalmie dans la crise qui maintenant est beaucoup plus difficile. Vera Agueyeva, est-ce que certains en Russie ont intérêt aujourd'hui à un durcissement des relations entre Moscou et Londres?
De quelque côté, on peut dire comme ça, parce que maintenant, la propagande russe marche d'une telle manière que le pire sont les relations avec l'Ouest global. Le mieux, c'est pour la politique intérieure, parce que comme ça, il y a l'image de l'ennemi. On peut développer la machine militaire. On peut oublier des problèmes intérieurs économiques. Donc, on peut imaginer, mais c'est peu probable parce que juste ce cas-là, ça ne tombe pas dans cette logique. Mais on peut imaginer que cette situation peut jouer dans les cartes des gens comme ça. C'est comme ça qu'il faut comprendre aussi le choix pour Vladimir Poutine de son deuxième et dernier meeting de campagne en Crimée, où c'est un choix totalement extérieur à cette affaire qui se déroule en ce moment. Non, c'est extérieur. C'était prévu il y a longtemps, je suis sûre. Et la Crimée, c'est quand même un symbole pour les Russes, un symbole de la puissance russe qu'on a pu avoir il y a 4 ans déjà. Donc c'est une chose à part, à mon avis. Alors, il faut le dire, la Crimée, ce territoire cédé en son temps par Khrouchtchev à l'Ukraine, est donc repris, annexé, disent les Occidentaux, qui appliquent des sanctions à la Russie pour cela, depuis, effectivement, vous l'avez dit, maintenant 4 ans, et que Vladimir Poutine a choisi donc pour son dernier meeting de campagne. Nico Popescu, Vladimir Poutine a-t-il un quelconque intérêt à déclencher une crise à quelques jours de sa réélection? Au contraire, vous dites, ceux qui ont fait ça l'ont fait certainement pour lui nuire. Écoutez, on discute ça via la prise de l'intérêt de politique extérieure de la Russie, et c'est pas du tout logique de commettre un assassinat comme ça à ce moment-là. Mais il y a pas mal de gens en Russie qui disent que le message, c'est pour les groupes d'intérêt dans l'intérieur de la Russie, c'est pour dissuader des oligarques, des espions, des traîtres potentiels, et de leur dire que même si vous échappez à Londres, vous ne pouvez pas abandonner ce système, vous restez là, vous êtes solidaire avec nous. Il y a des gens qui le pensent. Et pour moi, la leçon de ça est que ce qu'on appelle qui proteste, une logique qui marche en France ou en Angleterre, c'est pas du tout la logique qui marche toujours en Russie, parce qu'il y a des différents calculs. Alors quand on demande qui proteste, on aura la réponse française à cette question ne sera pas la même que la réponse pakistanaise à cette question. Mais vous voulez dire ça va changer ou pas la position en Russie même d'un Navalny? Vous dites peut-être, mais en revanche pas de dissidents à l'étranger? Il y a pas mal de gens en Russie qui interprètent ça comme un message que vous pouvez pas passer de l'autre côté du front line. Et pourtant, on le voit avec Ksenia Sobchak qui n'a pas mâché ses mots sur des sujets polémiques, comme justement la guerre en Syrie, précisément la Crimée, et qui malgré tout a pu faire campagne. Oui, il y a, c'est incomparable, c'est pas lié à ça. Mais il y a un autre cas aussi qui pourrait renforcer ce type de message. C'est la mort bizarre de l'ancien ministre de l'information russe, Lessine, à Washington, qui n'est pas du tout clarifié. C'est un ancien ministre qui est allé à Washington. On discute qu'il peut-être est allé parler au FBI de certaines affaires russes et il est mort le jour d'avant son entrevue avec le FBI. Et en Russie, cela a été interprété comme un assassinat qui envoie un message très clair à l'intérieur de la Russie que vous pouvez pas aller là et montrer tout ce qu'on fait ici en Russie. Paul Thompson va peut-être revoir d'ailleurs la série de morts suspectes maintenant parce que la liste commence à être longue. Est-ce que ça va dissuader ou pousser peut-être le Royaume-Uni à être plus réticent sur l'accueil d'un certain nombre de ressortissants russes sur son sol à l'avenir, justement pour la déstabilisation que peuvent causer ces morts inexpliquées? C'est difficile à dire, mais je ne pense pas. C'est vrai que avant et au début de la Première Guerre mondiale, il y avait beaucoup d'Allemands au Royaume-Uni qui ont eu beaucoup d'ennuis à cause de la situation politique. On pourrait imaginer un développement parallèle ici. Mais de notre côté, les Anglais sont des gens assez pragmatiques et ils savent bien que tous les oligarques et aussi intellectuels, dissidents politiques, etc., qui sont au Royaume-Uni ne sont pas des espions russes. Oui. Donc je serais étonné. Oui. Pourtant, 23 diplomates aujourd'hui considérés comme des agents du renseignement non déclarés, motif donc de leur expulsion. C'est pratiquement la moitié des effectifs de l'ambassade. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y avait 23 espions parmi ces membres? 23 sur 59.
Je n'ai pas d'informations particulières, mais Theresa May a affirmé que c'était des agents de renseignement non déclarés. Je pense que la pratique d'agents de renseignement non déclarés est assez courante, donc ça me paraît plausible que ce soit le cas. Jean Guignassi, ça vous semble plausible aussi? Pourquoi avoir attendu, si c'est le cas, cet événement-là pour les expulser? Est-ce qu'il est courant finalement de savoir qu'on héberge sur son sol un nombre relativement important quand même d'agents du renseignement d'une puissance étrangère, il faut le dire, au sein du personnel diplomatique? Quand François Mitterrand avait renvoyé 43 ou 45 diplomates dont on a dit qu'ils étaient des agents de renseignement. Probablement une grande partie d'entre eux en étaient, d'autres pas. Certains, pour expulser des agents, prennent l'annuaire, sauvent l'ambassadeur et prennent tout le reste jusqu'au numéro 40. Donc c'est une décision politique avant tout? C'est une décision politique avant tout. C'est comme ça qu'il faut le comprendre, Nicu Popescu? Ou est-ce qu'il y a une particularité quand même, notamment avec la Russie, sur son personnel diplomatique? Il y a plus d'agents du renseignement russe que dans d'autres pays? Non, c'est à peu près. J'ai pas d'accès à l'information. Parce qu'on va certainement voir aussi le renvoi de diplomates britanniques en représailles, ça risque d'arriver. Pour les mêmes motifs d'ailleurs. Hein. Oui, c'est ce qui va se passer, oui. C'est un jeu habituel. C'est un jeu habituel, mais il y a quelques nuances. Est-ce que ça recoupe une réalité? C'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens qui travaillent au renseignement exclusivement dans ces ambassades? Comme j'ai dit, j'ai pas accès aux informations classifiées, mais dans les débats politiques sur la Russie, on considère que c'est assez souvent que vers 35, 40, 45% des effectifs de certaines ambassades russes sont pas vraiment toujours des diplomates. C'est un nombre qui semble s'inscrire un peu dans ce qu'on pense souvent. Je vous interromps parce qu'on a avec nous en duplex Marina Litvinenko en direct de Londres. Bonjour madame, vous êtes la veuve, l'épouse d'Alexandre Litvinenko, cet ancien agent russe qui a donc été tué, c'était en 2006 à Londres, assassiné au Polonium à l'époque. Aujourd'hui, lorsque vous voyez ce qu'il se passe avec Sergueï Skripal, est-ce que vous pensez, comme les gens ici même en plateau, que rien ne permet d'affirmer à l'heure qu'il est que c'est la Russie, le pouvoir russe en tout cas, qui est commandité cette tentative d'assassinat? Est-ce que vous nous entendez? Bonjour, bonsoir. J'aimerais dire que mon mari n'était pas un espion. Il y a le cas de mon mari n'est pas la même que le cas de Sergueï Skripal. L'empoisonnement de Sergueï et de sa fille était un grand choc pour moi, car après, en 2016, après l'enquête qui a été menée, nous avons reçu des assurances, un message très fort, que quiconque essaye de commettre des crimes comme ça serait condamné. Et aujourd'hui, vous avez le sentiment que ces engagements n'ont pas été respectés. C'est la responsabilité de qui, d'après vous? C'est un moment très grave actuellement. Après ce que Theresa May a dit il y a 2 ans, après une enquête, après le verdict sur la mort de mon mari, elle a pris des engagements. Donc, il faut qu'on prenne l'affaire très au sérieux au Royaume-Uni et à l'international. Theresa May, le gouvernement britannique doivent être soutenus et tous les pays européens doivent prendre très au sérieux ce qu'elle a dit et ce qu'elle fait. Pour vous, il existe des preuves aujourd'hui de la culpabilité de l'État russe ou du gouvernement russe qui aurait commandité cette tentative d'assassinat? Quand Theresa May a dit qu'elle est certaine que cet agent innervant a été produit en Russie, je crois qu'elle a les informations. C'est pas facile, bien sûr, mais maintenant, c'est la question de la responsabilité des Russes. Si vous voulez coopérer, si vous voulez montrer, même si l'agent innervant a été fabriqué en Russie, il faut établir, il faut voir
Et on voit que l'attitude de la Russie n'est pas appropriée. La Russie nie, elle est dans le déni. Elle dit que rien n'est vrai, ce n'est pas sérieux. On est à 4 jours de l'élection présidentielle en Russie. Marina Litvinenko, est-ce que vous pouvez comprendre la raison qui aurait poussé, si c'est le cas, le pouvoir russe à commettre cette tentative d'assassinat à une date aussi proche de celle de l'élection? Vous avez raison. La question, c'est les preuves. Et il est difficile de dire que c'est le gouvernement russe. Ça n'a pas été pensé comme ça. Theresa May, dans son discours, a dit « Nous savons que c'est le produit qui vient de Russie. Maintenant, il faut savoir qui est derrière ce crime. » Et ça, c'est très important que des personnes russes d'un très haut niveau disent qu'ils sont prêts à collaborer, à coopérer avec l'enquête. L'élection présidentielle qui arrive au week-end prochain, de mon point de vue, ce n'est pas une vraie élection. Tout le monde sait, une seule personne a tous les droits d'être élu à la présidence. Personne d'autre n'a la moindre chance d'être élu à la présidence. Donc, pour parler que, éventuellement, que c'était pas une bonne chose de faire ça à quelques jours de l'élection présidentielle. Mais nous avons, quand des personnes commettent ce genre de crime, il n'y a pas de logique. Ils ont commis un crime sans aucune idée. Ils n'y pensaient pas du tout aux élections présidentielles. En fait, ça n'avait rien à voir. Dans ce cas, c'est encore pire d'une certaine façon. Si les gens utilisent un produit innervant, toxique, pas seulement pour une ou deux personnes, ça pourrait toucher, ça peut être contagieux et c'est très grave. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui maîtrise ce que fait la Russie et qui utilise un moyen chimique aussi grave? Vous vous sentez vous-même aujourd'hui protégé, en sécurité au Royaume-Uni? Je mène une vie normale, bien sûr. J'utilise les moyens de transport en commun, je vais où je veux, mais maintenant, on ne parle pas de ma sécurité personnelle. On parle de la sécurité des citoyens britanniques au Royaume-Uni. Et la raison pour laquelle Theresa May a réagi avec tant de sérieux, c'est pas une action isolée. Expulser 23 diplomates. Il y aura d'autres mesures de rétorsion plus graves à prendre pour que les gens se sentent plus en sûreté au Royaume-Uni. Merci Marina Litvinenko d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous étiez avec nous en duplex de Londres. Paul Thompson, c'est à la Russie, comme vient de le dire Marina Litvinenko, de produire justement des éléments pour aider les enquêteurs britanniques. Et est-ce que la Russie ne coopère pas suffisamment? Est-ce que c'est ça qu'ont voulu sanctionner aujourd'hui les autorités britanniques? Je ne pense pas, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, la Russie, en la personne de M. Lavrov, son ministre des Affaires étrangères, a, devant la presse, très expressément offert la collaboration de la Russie à l'enquête. Il la réclamait même. Il y avait un ultimatum fixé par Theresa May la nuit dernière. C'est la raison pour laquelle, dit-elle, elle a aujourd'hui mis en action ces sanctions. Personnellement, je pense que cet ultimatum, et j'ai un énorme respect pour Theresa May, était techniquement contestable, car l'intérêt du Royaume-Uni, me semble-t-il, et du gouvernement, est de montrer que il parvient à maîtriser cette situation, à y voir clair. Ce serait rassurant pour les citoyens britanniques que ce soit le cas. Or, d'une part, refuser la coopération avec la Russie, d'autre part, dégrader une dynamique déjà difficile par un ultimatum comme cela, me paraît un peu surprenant comme démarche. On va écouter ce que dit en tout cas le dirigeant travailliste Jeremy Corbyn à ce sujet. La Première ministre a-t-elle pris les mesures nécessaires en vertu de la Convention sur les armes chimiques pour présenter une demande de preuve formelle au gouvernement russe en vertu de l'article 9.2 ?
Comment a-t-elle répondu à la demande du gouvernement russe qui a exigé un échantillon de la substance utilisée dans les attaques de Salisbury pour faire ses propres tests? Alors, il faut le dire, ces propos ont provoqué quand même une grosse polémique au Royaume-Uni, et y compris aux communes. Vous êtes d'accord avec votre opposant en chef sur ce point? Ce sont des questions pertinentes, oui, tout à fait. Jeremy Corbyn est quelqu'un de très à gauche. Et donc, pour le Parti conservateur, ce n'est pas du tout... C'est quelqu'un qui est un véritable adversaire politique. En plus, il est un adversaire dangereux aujourd'hui parce qu'il a un cote élevé auprès du public. Donc, c'est un contexte menaçant, politique, oui, pour vous, politiquement, on comprend. Mais sur le fond, vous êtes d'accord avec lui sur ce point? Sur ce point précis, oui. Jean Dynasty, votre réaction? Il a raison de Jeremy Corbyn dans ce qu'il demande aujourd'hui. En gros, les manquements viendraient de Londres qui n'aurait pas fait en sorte de rendre la coopération possible, en gros, avec Moscou dans cette affaire. Ce qui est sûr, c'est que, en gros, il y a trois hypothèses. Soit c'est un règlement de compte privé, si on peut dire, avec du produit détourné. Soit c'est une provocation. Soit c'est une action du gouvernement russe à des fins politiques, intérieures russes peut-être, ou extérieures, enfin bon. Dans tous les cas, l'enquête est utile. Parce que ça serait intéressant de savoir effectivement quelle est la source du gaz. Enfin, c'était de la poudre, d'après ce que j'ai compris. Et il y a au moins 2 cas sur 3 où le gouvernement russe a intérêt aussi à clarifier les choses, si c'est une provocation notamment. Et même si c'est le gouvernement russe, qui au sein du gouvernement russe? Donc en fait, il aurait été l'intérêt de tout le monde, en effet, qu'on accepte la proposition russe. Tout le monde a l'air d'accord autour de cette table. On va peut-être pas commenter. Peut-être un dernier point. Je vais vous demander de réagir, Vera Gueyeva. Est-ce que aujourd'hui, donc, Londres décide de suspendre les contacts à haut niveau et donc la présence de ses ministres et représentants de la famille royale à l'occasion du mondial de football, c'est un enjeu important pour vous en Russie de réussir cette Coupe du Monde? Est-ce que vous craignez un mécanisme de boycott, ce qu'on avait connu vers la fin de la guerre froide, au début des années 80, Moscou puis Los Angeles, boycottés respectivement par les États-Unis et la Russie? Oui, tout à fait. C'est très important pour la Russie d'organiser le Coupe du Monde à haut niveau, et c'est très important que les équipes viennent, que les représentatifs du gouvernement viennent. Donc oui, on craigne beaucoup qu'on puisse avoir des problèmes à ce niveau-là. Nicu Popescu, c'est un levier sur lequel les Occidentaux sont prêts à agir, ou on est loin de cela pour l'instant? Oui et non. Et cette histoire que cet assassinat vient de dégrader les relations entre l'Europe, les États-Unis et la Russie, et à qui proteste, à qui ça sert. Mais le problème est qu'il y a 2 semaines, Vladimir Poutine a mis la carte de l'Amérique avec Florida là et a montré un missile russe nucléaire qui est en vol vers le territoire américain. Et là, il n'était pas trop soucieux du fait comment ça va être perçu en Europe ou en Amérique avant ces élections, avant la Coupe du Monde du football. Alors oui, pour les Russes, c'est important d'avoir un bel événement, d'avoir des victoires, mais en même temps, c'est pas qu'ils font beaucoup pour baisser la température. Et c'est pas, maintenant on discute, on spécule qui a fait ça, mais quand Poutine va à la télé et fait des choses comme ça, il n'y a pas de spéculation. Il n'est pas là dans une démarche de normalisation avec l'Occident. C'est ça la tragédie. Et voilà, et cela ne limite pas ses interventions diplomatiques. Merci beaucoup. Merci à vous quatre d'avoir accepté le débat. Je sais que vous voulez réagir, Paul Thompson. Malheureusement, le temps nous manque parce que l'actualité, elle continue sur France 24. Je remercie Vera Gueyeva, Jean Dynasty, Paul Thompson, Nicu Popescu.